Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, pour ce nouveau TEDUC. Donc le TEDUC, un rendez-vous que certains connaissent, peut-être déjà. Ah, j'entends un peu de son. L'idéal, ce serait que vous coupiez vos micros, comme ça il y a pas d'interférence. Merci beaucoup. Donc voilà, ce TEDUC, vous connaissez peut-être ce rendez-vous, qui est destiné à la communauté pédagogique éducative, hein, qui est proposé en partenariat avec le CRAP Cahier pédagogique et avec le soutien de la Maïf. Et pour ce nouveau TEDUC, eh bien, on va parler de métamorphose. Le titre de cet TEDUC, Métamorphose, accompagner l'enfant dans ses questionnements. Et ce TEDUC, en fait, il est en lien direct avec une exposition qui se tient jusqu'au 24 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui s'appelle justement Métamorphose et qui est destinée aux enfants de 7 à 11 ans. Alors cette exposition, eh bien, elle aborde le concept de métamorphose dans ses dimensions plurielles, scientifiques, littéraires, merveilleuses, plus personnelles aussi, à travers une multitude de propositions muséographiques. Et à cette occasion, bien l'enfant, il découvre, il s'étonne, il s'interroge. Alors quel intérêt peut revêtir justement une approche transversale du concept, d'un seul et même concept pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte accompagnateur? Comment les enseignants peuvent-ils s'emparer de cette proposition muséographique et accompagner leurs élèves avant, pendant et puis aussi après la visite? Eh bien, ce sont, ces questions, entre autres, que nous allons aborder avec nos 4 invités que je vous présente tout de suite. D'abord Margot, Païta, vous êtes co-commissaire de l'exposition Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Patrick Alessian, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste, coordinateur de la revue Les Cahiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour. Bonjour. Alors, Mélanie Horvitz n'est pas encore avec nous, mais elle va nous rejoindre d'ici quelques minutes, je pense. Elle est formatrice de lettres et enseignante relais Univers Sciences pour l'INSPE de Créteil, membre du CRAP Cahier pédagogique. Elle a participé à la réalisation du document enseignant qui accompagne l'exposition Métamorphose. Et puis Bertrand Fichou, qui lui est avec nous, qui est auteur jeunesse et rédacteur en chef des magazines Youpi et ImageDoc. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, eh bien, on va parler de cette exposition, essayer de comprendre un petit peu mieux de quoi elle parle. Margot Païta, comment est-ce que vous avez choisi finalement d'aborder ce concept de métamorphose dans cette exposition? C'est vrai que les métamorphoses et les transformations, elles sont partout autour de nous. Le monde et le vivant, ils se transforment en permanence et nous y compris. Voilà, donc on a décidé, de faire un focus sur, un sujet sur des phénomènes parce que finalement on a, décidé de parler des métamorphoses et des transformations pour être le plus, large possible et pour aussi intégrer, d'autres domaines et pas le traiter de manière, plus stricte possible, d'un point de vue, finalement que biologique avec la métamorphose, mais voilà, comme vous l'avez rappelé, d'un point de vue, l'imaginaire, le personnel, le merveilleux, toutes ces métamorphoses, qu'on retrouve autour de 3 axes qu'on a construits. Donc on a, tout d'abord les métamorphoses naturelles, donc c'est toutes les métamorphoses, du vivant, donc qu'on retrouve, dans la nature, donc les animaux, et le développement, du végétal et toutes les transformations de la matière. On a après, aussi toutes les, métamorphoses merveilleuses issues de la mythologie et des contes et les métamorphoses personnelles. Pour le coup, là, c'est le sujet, c'est l'enfant, et l'humain, et donc l'accompagnateur sur, ses, propres transformations qui sont réelles, ou rêvées. Mais vraiment, on a, voulu, penser, on a construit, cette exposition en tissant, ces 3 axes, mais autour d'un fil conducteur qui était, la science, et l'imagination. Là, c'était vraiment pour répondre et nourrir la curiosité, naturelle des enfants, mais qui nous permettait aussi, d'activer ou de réactiver cette part, en fait, de l'imagination, de l'imaginaire qui, constitue un pan, très important pour cette tranche d'âge, notamment, voilà, des 6-11 ans. Il faut le rappeler, c'est une exposition, pour les enfants. Hem Alors elle justement, elle a été co-construite en fait avec les enfants, c'est un peu une particularité ça de cette expo. On a lancé effectivement une démarche participative qu'on a appelée Graines de Muséo, qui s'est, organisée, divisée en 3 phases. On a eu une première phase où on a travaillé avec une école, pour,
Mais ça, c'était donc avant Covid. C'est vrai que ça a été entrecoupé, on a été un peu arrêtés, mais c'était juste pour, se nourrir et essayer de comprendre ce que les enfants mettaient derrière ces mots et un peu les définitions qu'ils en avaient. Et ensuite, on a vraiment le cœur du projet, donc de Graines de Muséo, c'est la phase 2. On a suivi pendant, de septembre, l'année dernière, à décembre, on a accompagné un groupe, d'enfants, de périscolaire Montmartre, qui était à Montpelleport à Paris, Paris 20e, où là, on a, construit des ateliers, avec eux. On a animé des ateliers avec un groupe d'enfants, qui avaient justement l'âge de notre tranche cible et pour le coup, on avait, pour objectif de construire un dispositif d'exposition. Il s'avère que les séances nous ont amenés, ailleurs et on les construisait un peu, aussi, au jour le jour, donc on pouvait pas, on n'a pas abouti à un élément en tant que tel, tangible qu'on peut, voir, dans l'exposition, mais pour autant, cette démarche, elle a vraiment permis de nous nourrir et d'infuser, tout le projet et finalement, de confirmer et même d'infirmer des hypothèses et des ah ça fait, ah non, des, des pistes qu'on avait sur, des dispositifs et notamment sur des univers ou des sujets qu'on voulait aborder. D'ailleurs, on retrouve, on retrouve, à la fin de cette exposition une vidéo, qui explique, justement cette démarche où on voit c'est, une animation avec, les dessins des enfants. On voit les enfants, qui, retranscrit voilà, un peu l'ébullition et cette effervescence qu'on a eue, pendant tous ces ateliers et toutes les idées qui ont émergé et voilà, qui était très riche et qui est important et qui est un pan important de cette exposition. Donc, on va pas, c'est pas co-conçu avec des enfants, mais leur patte est de partout. Ah, vous avez le micro coupé. Je vois bien, j'arrivais pas à le Pardon. rétablir. Pardon. J'ai partagé, j'ai essayé du moins de Oui, du coup partager avec de vous effectivement et je voulais m'assurer que oui, ça on fonctionne voit. bien. Oui, oui, Alors ça fonctionne bien. voilà, histoire que tout le monde puisse se rendre compte un petit peu, en mode lecture, ce sera peut-être mieux. Voilà, puisse se rendre compte un petit peu, tac, de, Oui, ce qu'est l'exposition. de ce qu'on est en train de voilà. Donc c'est Voilà. vrai que cette exposition, nous on l'a conçue, comme dans Alice au pays des merveilles. On souhaitait vraiment immerger les visiteurs, dans différents univers où ils vivront voilà des expériences de visite, distinctes. Et donc, l'exposition, elle se décline en 5 espaces. On a tout d'abord la forêt merveilleuse. Donc là, vous avez à l'image un des dispositifs qui est dans la forêt merveilleuse. On a ensuite Mon beau miroir, Le monde des ombres, Mille et un regards et la fête foraine. Donc pour le coup, on a une scénographie qui est volontairement figurative, non figurative, mais justement évocatrice, parce qu'elle permettait de plonger les visiteurs dans des univers immersifs singulier. Et ça, c'était voilà, pouvoir vraiment sortir d'un univers dans l'autre, d'avoir quelque chose de complètement nouveau pour aborder des questions complètement nouvelles, parce qu'on a essayé de. Je vous parlais des 3 axes du début et ce fil conducteur de science et imaginaire, on le retrouve dans ces 5 univers. On n'a pas un domaine, un univers. On a évité de cloisonner. Pour Mmh. autant, il y a certains univers qui ont une dominante, hein, voilà, la forêt, typiquement, on se retrouve avec, c'est là où on présente du vivant, et la fête foraine, c'est là où on va parler plus de transformation en physique-chimie. D'accord. Alors, Patrick Alessian, vous avez beaucoup insisté, Margot Païta, sur le lien entre justement la science, l'imaginaire. Patrick Alessian, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre. L'enfant, finalement, entre 6 et 11 ans, qu'est-ce qui l'intéresse en particulier, ou du moins, quel est son rapport justement à l'imaginaire? Ah, je crois que... Non, ça y est, j'ai remis le son, excusez-moi. Donc, oui, d'abord, je voudrais dire que quand on visite euh, ce, ce dispositif hein, sur les métamorphoses, c'est ce qui surprend, enfin ce qui est le plus remarquable plutôt, c'est l'animation des enfants et la curiosité donc qu'ils affichent et toutes les questions qui sont incessantes, quoi, qui arrivent. Et
La plupart des enfants sont accompagnés par des parents ou des adultes. Et je dois dire aussi que ce qui est remarquable, c'est que les adultes semblent autant intéressés par ce qui est proposé par la cité que par les questions qui viennent des enfants. Alors, peut-être pour aborder plus votre question, je dirais que pour ces âges-là, je pense 6-10 ans à peu près que vous avez évoqué, qui correspond bien au public qu'on voit dans la salle, il y a cette énergie à la base de la curiosité qu'ils affichent. Et ce qui se joue entre 6 et 10 ans, c'est l'ouverture sur le monde, en fait. Il est autant animé par ce que l'enfant imagine, mais aussi ce que les adultes à côté d'eux imaginent et ce qui s'échange dans leur imaginaire. Et le dispositif qui est là en place relaye entre les parents et les enfants de façon remarquable une trame sur laquelle se joue un certain nombre d'interrogations et qui pour certaines d'ailleurs sont partagées sur la vie, la mort. Je repense à ce dessin animé, je ne sais plus comment il s'appelle, le violon. Au fil de la vie. Au fil de la vie. Au fil de la vie, qui vraiment dit en quelques minutes des choses merveilleuses qui vont de la vie à la mort et de la mort à la vie. Et je trouve que c'est rare qu'un dessin animé comme ce puisse apporter autant de réflexion et autant de place à l'enfant pour qu'il y pose et son imaginaire et ses propres questions. Alors pour les parents, je crois que c'est aussi un peu un défi de pouvoir accompagner en général des enfants dans ce questionnement. Et là, ils ont un support qui me semble tout à fait merveilleux dans le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on invente pour intéresser les enfants, que ce soit à travers des légendes, des contes, mais aussi dans ce qui est présenté dans cette salle. Alors peut-être une petite précision, Margot Païta, vous avez insisté un petit peu sur la distinction entre métamorphose et transformation, la métamorphose intégrant la notion de rupture finalement ou d'une irréversibilité, alors que la transformation c'est un processus qui est plus continu. Ça c'est quelque chose qui est aussi qui traverse un petit peu toute l'exposition. Oui, qu'on retrouve, métamorphose, finalement, c'est vrai qu'on l'associe à la biologie. Transformation, c'est ce que j'ai expliqué au tout début. Ça permettait, justement de parler des transformations aussi, plus lentes, l'idée sous-jacente qu'on passerait, d'une façon continue, d'une forme à une autre. Ce qui n'est pas le cas, en biologie où on a, la chenille qui devient papillon. Là, il y a un changement radical, de la première forme, il n'est pas possible, d'inférer la seconde et vice versa. Il y a vraiment une rupture et c'est radical et c'est important pour nous de parler aussi des choses qui se passent de manière aussi beaucoup plus diffuse finalement et pas aussi, à un avant-après, net. Dans la vie, on a justement du film dont on parlait tout à l'heure, c'est des transformations, on finit d'ailleurs avec cette petite phrase sur qu'elles soient, les plus lentes comme les plus rapides, les plus bruyantes comme les toutes silencieuses, on en a entouré et c'est pas des choses qu'on va voir, un changement du jour au lendemain, qui est propre quand on dit, des choses qui se quand on parle d'un relooking ou des choses effectivement là, on voit complètement un changement. Là, il y a des choses qui se passent aussi dans notre corps, dans notre tête, dans des relations, dans un apprentissage où, c'est un petit peu plus, masqué, caché et pour autant on se transforme et on continue de se transformer. Et d'ailleurs, on introduit l'exposition comme ça, en se disant: «Mais on vous invite à découvrir, bienvenue dans mon domaine de la transformation, des transformations et vous allez en ressortir finalement métamorphosé vous aussi, transformé, après cette visite». Alors, juste une question, est-ce que Margot Païta nous a rejoint ou pas encore? Je ne sais pas si... Moi, je suis là. Pas Margot Païta, Mélanie Horvitz, pardon, Mélanie Horvitz. J'ai pas bougé. Vous êtes bien là. Je me suis pas encore métamorphosée, Non. je suis toujours là. Non, je pensais à Mélanie Horvitz, à qui j'aurais voulu poser une question, mais elle n'est peut-être pas encore là. Mais c'est pas grave. Alors justement, dans cette exposition, en fait, l'enfant, il va passer de l'écoute de récits mythologiques à l'observation de ce petit animal, l'axolotl, et d'autres observations scientifiques d'animaux, d'insectes qui se métamorphosent, etc.
Donc, il y a sans cesse ce lien qui est fait donc, entre finalement l'imaginaire et puis la science. Vous, Bertrand Fichou, c'est quelque chose que vous avez l'habitude aussi de manier finalement ce ping-pong entre la fiction et puis la science, l'apport de connaissances scientifiques à l'enfant. Quelles sont les ficelles aussi dans le domaine de l'édition pour essayer d'intéresser les enfants aux sciences autrement, je dirais, que par la simple approche documentaire? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de les intéresser aux sciences. On risque juste de les dégoûter des sciences si on ne le fait pas dans le sens qu'ils attendent. Mais a priori, ils sont partants. Il faut bien se dire qu'a priori, ils sont curieux et ils ont très, très envie d'apprendre et tous les sujets les intéressent. Et nous, enfin, ce qu'on fait sur Youpi ImageDoc, c'est surtout d'éviter le côté encyclopédique. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes encyclopédies et elles sont nécessaires. Il faut parfois poser les connaissances, les classer, voilà, les théoriser, les synthétiser. Nous, on essaye plutôt de passer par l'émotion, en fait. Et le récit, la fiction permettent d'apporter des connaissances, mais à travers un vécu. L'enfant est sa propre mesure du monde, c'est sa propre unité de mesure du monde. On est tous notre propre unité de mesure du monde, et a fortiori les enfants. Donc, ne jamais oublier que voilà, on s'adresse à des enfants, ils sont au centre de leur monde, et l'idée, c'est de leur expliquer que tout ce qui se passe autour d'eux, tout ce qui change autour d'eux, et tout ce qui change en eux aussi, comment ils en sont à la fois les spectateurs, mais aussi les acteurs, ils peuvent agir dessus. Et faire de la science, de l'expérimentation, c'est agir sur des transformations, sur des métamorphoses. C'est les mettre en œuvre, c'est les commander, voire les rater. Ça ne se transforme pas comme on avait prévu. Donc, on s'interroge. Et même ça génère des émotions. Quand on peut parler, si on fait de l'anthropologie, on peut raconter que voilà, Homo erectus a appris à maîtriser le feu. Bon, ok, on peut faire de façon très froide et on peut aussi raconter l'histoire d'un Homo erectus qui ramasse une branche enflammée en tremblant, en se disant qu'est-ce que je suis en train de faire, et qui la ramène dans son camp et qui se fait recevoir pas forcément bien par des gens qui sont effrayés par ce qui se passe. On raconte des histoires de vie. Et que ce soit des métamorphoses qui sont liées à l'évolution de l'humanité, par exemple, ou que ce soit des transformations physiques au sens du chaud, du froid, ou pourquoi le lait est blanc. On fait faire une expérience toute bête. Je pense que dans cet exemple-là, on vous met un peu d'eau, un peu d'huile dans un pot de confiture, vous secouez, ce qui était transparent et translucide devient blanc. Et le lait devient blanc pour la même raison. Vous pouvez, en tant qu'enfant, lancer une métamorphose comme ça. Vous êtes maître du processus et il se passe quelque chose de magique sous vos yeux. Parce que, pourquoi est-ce que l'eau et l'huile sont devenues blanches? Et quand on comprend que le lait devient blanc pour la même raison, c'est une sorte de réverbération de la lumière, on devient acteur de la métamorphose. Et forcément, ça prend du sens. On devient acteur de la vie. Et tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on essaye de faire dans nos magazines, c'est de donner aux enfants la possibilité de devenir acteurs de leur propre apprentissage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vous-même fait de la formation, en fait, d'enseignant du primaire. Donc, est-ce que cette émotion dont vous parlez face aux sciences, elle a sa place aussi en classe? Est-ce que c'est ce que vous leur disiez quand vous faisiez ces formations? Bien sûr. Mais l'émotion, en fait, même dans les amphis, avec les enseignants à qui je parlais, l'émotion était palpable. C'est tout bête, mais quand je leur disais, voilà, on est bien d'accord que tout ce qu'on mange, ça devient du caca, et tout ce qu'on boit, ça devient du pipi. Et je sentais un grand flottement, et je voyais des gens très désemparés. Et parce qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'adultes n'ont même pas une image très claire de leur propre schéma corporel. Et que non, c'est pas ce qu'on mange qui vient du caca et ce qu'on boit qui vient du pipi. Il y a deux schémas, enfin, il y a deux circuits différents. Et le fait de s'apercevoir soi-même qu'on ne se connaît pas vraiment soi-même, quand on est un enseignant de 45 ans, ça génère des émotions, des échanges. Et du coup, tout ça prend du sens. Parce qu'à travers les échanges, on va apprendre, on va comparer, on va se dire, je ne suis pas tout seul à ne pas savoir, mais je suis comme les autres, j'ai envie de savoir. Et du coup, l'émotion, elle est au cœur de l'apprentissage, je pense. Mmh. Et comment on amène aussi de la fiction, peut-être, comme le fait d'ailleurs l'exposition Métamorphose, mais sans dénaturer
le contenu scientifique, parce que vous-même, vous êtes auteur de livres jeunesse notamment, et vous êtes amené à faire sans arrêt cette espèce d'équilibre un peu fragile, hein, où on va raconter de la science, on va raconter, expliquer le monde, mais on utilise des trucs, des artifices, et notamment on va amener des héros, et puis on va imaginer des choses qui n'ont pas forcément existé, mais voilà, on ne dénature pas, mais on essaie d'amener peut-être, de susciter plus de curiosité ou plus d'envie. Il faut être honnête, en fait. Il faut être honnête, il faut savoir ce qu'on sait. Il faut dire ce qu'on sait et dire là où on ne sait pas. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle La naissance du monde, qui raconte 14 milliards d'années d'histoire du monde. Entre autres, ça parle de l'évolution, évidemment. Et forcément, on ne sait pas comment s'appelait tel néandertalien ou comment vivait exactement, ce qui est arrivé exactement à tel dinosaure ou à tel tétrapode. Mais on peut très bien dire, voilà, on sait en gros, grâce aux traces qu'on a découvertes, aux fossiles, à nos connaissances en biologie, en génétique, etc., que ces animaux-là vivaient comme ci, que ces humains vivaient comme ça. Simplement, ou on le dit comme ça de façon encyclopédique, ou on l'incarne. Et donc, enfin moi, je prends la liberté d'incarner, de même dire, de donner un nom à un homme, un homo sapiens qui a vécu il y a 30 000 ans, et dire, bon, mais je dis, ce nom est inventé. Je l'invente, mais on va se créer un personnage, et il va vivre, a priori, comme on sait que vivaient ces gens, mais on est d'accord que c'est un personnage que j'ai inventé. Et donc, on va faire passer des vraies connaissances par des héros fictifs. Et ces héros fictifs vont générer de l'émotion. Et donc, les connaissances vont prendre du sens. Ouais. Patrick Alessian, ce passage par le récit, par la fiction, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour intéresser l'enfant. Ah oui, j'abonde dans ce sens et puis aussi dans la qualité de ce qui est dit là, c'est-à-dire d'être aussi créateur d'un récit devant un groupe d'enfants et bien sûr de porter les récits mythologiques qui viennent témoigner aussi d'une pensée éternellement intéressée par les transformations et les métamorphoses. Et quelque chose qui touche à la psychologie de ces enfants aussi, c'est leur toute-puissance. C'est-à-dire leur envie de prendre la maîtrise de tout transformer et d'être en quelque sorte le maître du monde. C'est un jeu très important, d'où l'importance de ce qui était dit au début et de ce qui est vraiment bien, comment dire, présenté là encore, la présence des adultes auprès des enfants. Je trouve déjà très important que cette exposition ait pu être co-construite. Et on voit aussi dans ce qu'évoque M. Fichou l'importance de ce qui s'échange dans une classe ou même devant un groupe d'adultes quand on évoque par exemple le corps. On s'aperçoit à ce moment-là que des personnes très très sûres d'elles, effectivement, le flottement quand l'aliment devient caca et l'impression enfin, que les os deviennent du pipi, on voit que le flottement réajuste chacun dans des connaissances qui doivent être nécessairement cadrées, contenues. Donc, il y a, je crois, dans ces récits qui sont, bon là, je parle plus volontiers des récits mythologiques, quelque chose qui est quand même éducatif. Alors, je pense par exemple à Dédale et Icare, hein, l'inventeur qui est Dédale, et comment son fils va se saisir d'une invention et va tomber du ciel après que les ailes avec lesquelles il pensait pouvoir voler fondent au soleil. Il y a quelque chose dans notre monde d'aujourd'hui à propos de ce mythe. Quand les adultes ne sont pas ou les parents ne sont pas suffisamment présents auprès des enfants, et là je pense plus particulièrement au smartphone, et que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes dans la découverte de ce monde très très complexe, très compliqué, très cruel, ou très beau aussi, très merveilleux, mais s'ils le découvrent seuls, il va se passer un certain nombre de problèmes. Donc voilà, enfin ce que je peux dire pour
parler Oui, de mais l'importance des récits, des récits. ouais, des récits et puis de la place effectivement de l'adulte médiateur. Donc on en vient effectivement à la place de l'enseignant aussi quand il va amener ses élèves voir par exemple cette exposition Métamorphose. Comment est-ce qu'il peut la préparer? Qu'est-ce qui se passe pendant? Est-ce qu'il laisse l'enfant explorer librement? Est-ce qu'il va être là comme un guide? Et puis qu'est-ce qui va se passer après? Comment il va pouvoir exploiter tout ce qu'ils ont vu en classe? Alors là, je suis un peu embêtée, j'aurais voulu en discuter avec Mélanie Horvitz, qui effectivement a participé à élaborer le document enseignant, mais Margot Et qui Païta, vous vient pouvez sans d'arriver. doute... Et qui est bien arrivé. Ah, Il vient d'arriver à la seconde. superbe. Oh, mais là, c'est parfait, c'est de la synchronisation. Merci beaucoup. Ben, je vous donne la parole alors, parce que justement, vous avez travaillé... Ah, vous n'avez pas le temps de vous installer. Faudrait juste reposer la question. Ah voilà. Eh ben, on en venait à la place de l'adulte finalement médiateur, accompagnateur de l'enfant et donc forcément de l'enseignant dans cette exposition. Et qu'est-ce que vous avez fait des propositions pédagogiques justement pour qu'il puisse accompagner l'enfant face à toutes ces découvertes, parce que c'est vrai elle est foisonnante cette exposition. L'enfant il va écouter des récits mythologiques, il va observer un tas de petites bêtes, il va jouer avec ses ombres, etc. Donc peut-être qu'il faut l'amener aussi à faire éventuellement des liens parce qu'il ne les fera pas forcément tout seul. Alors, c'est vrai que nous, on a travaillé essentiellement à destination des enseignants qui sont des médiateurs un peu particuliers quand même, parce qu'en général, ils ont une petite idée dans la tête qui est de travailler sur leur programme aussi. Donc, du coup, les liens qu'on les invite à faire, c'est des liens avant, pendant, après pour leurs élèves, en fonction du niveau des élèves, sur justement les objets qu'ils ont envie de travailler. Donc, en se disant que Métamorphose est un objet en soi qui invite à la pluridisciplinarité, et qui peuvent relier donc à différents endroits, on va dire, objets de leur programme. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, on peut dire, bon, d'accord, évidemment, en enseignement artistique, on imagine bien, ou en enseignement scientifique, on imagine bien les liens qu'ils peuvent faire. Par exemple, je ne sais pas, moi... vous parliez d'écouter un mythe, etc. Ça, c'est quelque chose qui est un des objets de savoir en français du cycle 3. Donc, du coup, on peut travailler avant la classe, pendant l'expo, et puis ensuite revenir en classe et exploiter ça. Donc, la médiation de l'enseignante, elle va être de faire le lien et de préparer les enfants, je dirais, à ce qu'ils vont voir, peut-être à leur donner soit des missions, soit des axes de regard à certains endroits, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher en fait. Ce serait un petit peu ça. Et donc, on a essayé de leur donner, de donner aux enseignants dans le dossier pédagogique plein d'idées en fonction de où ils en sont dans leur programme, de ce qu'ils ont envie de travailler. C'est ça. C'est d'ailleurs un document qu'ils peuvent retrouver, alors facilement, peut-être pas facilement, mais en tout cas sur le site de la Cité des Sciences, dans la rubrique enseignants, etc. Je vous donnerai les références à la fin. Mais surtout, cette expo-là, elle se prête, justement parce que le concept de métamorphose, il est traité de façon plurielle, je trouve qu'elle se prête particulièrement bien à des projets transdisciplinaires. Notamment, en préparation de ce webinaire, vous disiez, voilà, on pourrait imaginer lier le récit et la science. Alors, vous allez pouvoir en parler, notamment sur la base de ce petit module sur Pinocchio. Racontez-nous. Alors, par exemple, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'idée pour répondre à la question. Donc, l'histoire du module de Pinocchio, c'est donc il y a une espèce de, je sais pas, d'écran, de dispositif où il y a une histoire qui commence et les enfants, parce que pas toujours des élèves, mais en tout cas, moi, ils m'intéressent dans leur posture d'élève, vont pouvoir choisir différentes possibilités pour faire évoluer la suite du récit. Donc, on leur pose une question, je ne sais pas, par exemple,
alors je ne sais plus les questions là précisément, je ne les ai pas notées, mais quel moyen de transport le personnage va-t-il pouvoir prendre? Il prend soit un bateau, soit je ne sais pas quoi, enfin, quel est son compagnon? Alors ça peut être une sirène ou ça peut être… Voilà, et il va faire évoluer le récit en fonction des options qu'il va choisir dans cette espèce d'histoire interactive. Donc ça, c'est… Alors là, il n'y a pas forcément de science, hein, on est plus là dans quelque chose de l'ordre de la construction du récit, autour du français, etc. Mais il y a quelque chose où je me disais, on pourrait les amener à construire un récit, par exemple, se dire les petits modules du tout début de l'exposition, là, quand on est dans la forêt enchantée et qu'on voit par des petites fenêtres un tout petit film sur la transformation, la métamorphose de la coccinelle. Voilà, on pourrait se dire, tiens, et si on racontait, mais sous forme de récit, et pas forcément que… alors, on pourrait faire comment dire, pas récit, justement, un texte scientifique expliquant ce qui se passe, décrivant les différentes étapes, mais après, on pourrait aussi imaginer un récit, même à la limite se mettre à la place de la coccinelle et se dire, est-ce que en fait la coccinelle, elle reste la même? Est-ce que… Voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On pourrait très bien imaginer quelque chose de cet ordre-là. Et là, on entrerait dans une autre manière d'appréhender le concept de métamorphose parce qu'on serait complètement dans à la fois voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la science, je décris un processus de l'ordre du réel que j'observe dans ces petits films documentaires, en fait. Et ensuite, je le transforme dans un récit littéraire, on va dire. Et Bertrand Fichou, est-ce que, enfin, là, ce que vous me dites, c'est l'idée de rendre finalement l'enfant acteur de ses apprentissages. Il va vraiment être au cœur de la construction de son savoir, en fait. Bertrand Fichou, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, sur lequel vous travaillez aussi dans vos revues? En fait, on parle chez nous de la relation à quatre, c'est-à-dire que nos magazines, enfin Youpi Image Doc, en tant que documentaire, sont des magazines qui sont des médiateurs, qui sont des catalyseurs, et ils sont au centre d'une relation entre l'enfant, ses parents, grands-parents et l'enseignant. Parce qu'on s'aperçoit que quand on fait une expérience, dans chaque Youpi, dans chaque Image Doc, il y a une expérience qui est proposée, souvent qui est liée à une transformation ou une métamorphose physique du froid, du chaud. Enfin, ça peut être des tas il y en a partout dans tous les domaines. Et que quand on a fait l'expérience à la maison, en fait, l'enfant a envie de l'amener à l'école, par exemple. Et donc, on voit des parents qui discutent avec l'enseignant à la grille de l'école de l'expérience qui a été faite à la maison pendant le week-end, ou vice-versa, l'enfant va essayer de refaire à la maison l'expérience qu'il a faite en classe avec l'enseignant. Et donc là, l'adulte est très important parce que d'abord, souvent, l'adulte découvre lui-même des choses en même temps que l'enfant. Il ne s'agit pas de faire des singes savants et de se dire que les parents ne savent rien. Les parents et les adultes en général savent mieux. Ils sont là pour rassurer aussi, rassurer les enfants. Mais c'est rassurant pour un enfant quand quelqu'un dit ça, je ne sais pas, et ça, je l'apprends avec toi, ça, je le découvre. Là encore, je reviens à l'émotion de la découverte partagée, qui est liée à une pratique partagée de la science et de l'expérimentation, que ce soit en classe ou que ce soit à la maison. Et ce qui est intéressant, vous parliez de transdisciplinarité, excusez-moi, mais ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant pour mettre le monde en relief. C'est-à-dire que si nous, dans le magazine, on va avoir un récit sur le Moyen-Âge, par exemple, et, on va raconter l'attaque d'un château, il y aura des catapultes, et puis on va se demander, mais en fait, une catapulte, ça marche comment? Il y a quelque chose qui se passe dans une catapulte, et puis on va faire un modèle de catapulte. Là, on est, par rapport aux enseignants à l'éducation nationale, on est dans une démarche d'investigation qui est, on va créer un modèle, et puis on va faire varier la position du bras de levier, parce que c'est un bras de levier, et puis ça va produire des effets différents. La situation va évoluer. Et puis, on va s'apercevoir qu'une catapulte, en fait, comme c'est un bras de levier, ça marche exactement comme un frein de vélo ou comme une clenche de porte. Et donc, on va faire un lien entre une catapulte du Moyen-Âge qui attaque un château, la clenche de la porte de ma chambre et le frein de mon vélo, qui lui-même, lorsque je l'actionne comme une catapulte, va se mettre à faire chauffer les freins. Les caoutchoucs vont chauffer. Donc, il y a l'énergie mécanique qui est
provoqué, enfin qui est possible parce qu'il y a eu de l'énergie chimique dans mon ventre, j'ai transformé de la nourriture en énergie, j'en fais de l'énergie mécanique et ça fait chauffer donc en énergie thermique. Je peux ne pas m'arrêter. On démarre comme ça et on s'aperçoit que tout est connecté. Tout est connecté. Et ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, en rédigeant ces sujets, on s'émerveille nous-mêmes en fait, à chaque fois de découvrir comment tout est connecté. Et quand l'enfant découvre que tout est connecté, ça lui donne aussi sa place dans le monde. C'est-à-dire que encore un petit exemple très rapide, on a fait par exemple une expérience sur comment, la respiration. La respiration, on peut le faire de façon très encyclopédique. Comment marche un poumon ok, il y a une cage thoracique qui active une grosse poche qui se remplit d'air et qui se vide. On peut aussi faire un vrai petit modèle avec une bouteille en plastique écrasée, un petit ballon de baudruche dedans. Quand on l'active, le petit ballon, il se gonfle tout seul, comme nos poumons, mais aussi comme le poumon d'une baleine. Ah, parce qu'une baleine bleue de 30 mètres qui nage dans l'Atlantique respire comme moi, petit gars de 6 ans. Et ça a quand même de la gueule. Ça veut dire que moi, je respire comme une baleine de 30 mètres qui vit dans l'Atlantique. C'est quoi la connexion? Elle vient d'où? Elle est là, on va aussi pouvoir partir sur la métamorphose, sur l'évolution. C'est-à-dire que cette baleine s'est transformée, moi je me suis transformé, on a un ancêtre commun. Et encore une fois, je pourrais ne pas m'arrêter parce que tout est connecté et que l'histoire est sans fin. Et là, l'adulte est forcément nécessaire pour accompagner l'enfant et poser des questions, l'aider à se poser des questions et l'aider à y répondre, par l'expérimentation si possible, et par le récit, parce que pour ce qui est de la catapulte du Moyen-Âge, on ne pourra pas revenir en arrière. Alors, on le comprend en fait, l'adulte peut s'émerveiller comme l'enfant et il n'est pas obligé de tout savoir. Patrick Alessian, l'enseignant lui-même, n'est pas obligé de tout savoir. Et surtout dans le domaine des sciences où c'est si difficile finalement de tout savoir. Oui, ce serait un défi invraisemblable de mettre un adulte responsable pédagogue en sachant un tout comme ça. Je reprends quand même ce qui était évoqué tout de suite à propos de la transdisciplinarité à travers votre question, à la suite de votre question. Il me semble qu'il y a quelque chose de différent qui se passe parce qu'on peut parler aussi des métamorphoses peut-être ou des transformations de la pédagogie entre ce qu'on a connu, donc il y a 50 ans, 60 ans, quand on était enfant, excusez-moi de faire un peu le vieux là, dans ce feedback de plusieurs décennies, et ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a une transformation qui me semble remarquable et très positive, que je crois maintenant beaucoup plus généralisée, présente dans le dispositif pédagogique contemporain, c'est qu'on est passé de l'enfant éponge qui devait apprendre un certain nombre de choses à des interactions entre les enfants et les adultes qui rencontrent, donc que ce soit des instituteurs, mais même dans des disciplines aussi spécifiques, par exemple que la musique avec des instruments, j'observe que de plus en plus de pédagogues, instrumentistes, sortent de ce cadre strictement individuel, stressant aussi pour trop d'enfants, pour les immerger très très vite dans une pratique de groupe avec des réflexions partagées, des recherches partagées dans les écoles ou dans des conservatoires de musique, des interprétations déjà en orchestre ou des cours en groupe avec un professeur. Et ça, je pense que c'est une des grandes transformations contemporaines. Et peut-être que quelque chose est en train je reviens un peu, hein, c'est un peu ma préoccupation, vous allez le comprendre, c'est-à-dire que je trouve que la technique moderne et de l'accès au smartphone pose un problème vers une réindividualisation, je trouve, des enfants seuls devant des encyclopédies de savoir qui sont derrière ces instruments numériques. Si vous voulez, je me fais comprendre, c'est que là où je crois que les différents systèmes éducatifs, éducation nationale, éducation spécialisée, voire même aussi l'éducation spécialisée pour les enfants handicapés, a introduit des dynamiques de groupe qui sont très précieuses. On a quand même un risque à travers des individualisations dont on s'écartait grâce à ces nouvelles techniques. Voilà, enfin, ce que je peux dire à propos de la transdisciplinarité qui relève quand même sur le fond d'un autre principe, hein, qui est de naviguer d'une connaissance vers une autre et de faire des liens. Mais je crois qu'il y a aussi en support une pluridisciplinarité. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce lien.
On peut espérer tout de même que pour les enfants entre 6 et 11 ans, ils ne sont pas encore trop accrochés à leur smartphone. Mélanie Horvitz, Écoutez, excusez-moi, mais je pense qu'il y a un réel danger. Je pense qu'on se leurre. non, mais on peut Pas me le dire. espérer. Non, je veux dire, on peut espérer que ce ne soit pas encore Oui, un âge où ils exactement. soient très, très, très D'accord. accrochés. Mais Mélanie Horvitz, vous qui êtes enseignante, vous souhaitez réagir à justement à cette vision de la transformation de la pédagogie Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous dites sur la place du groupe, la place de l'enfant dans le groupe. Et c'est vrai que dans les activités, alors, c'est vrai qu'on peut penser, en fait, cette exposition, elle est intéressante parce que justement, quelque part, l'enfant pourrait la faire individuellement, mais nous, on va essayer de favoriser un travail avec des petits groupes qui vont peut-être favoriser les interactions. Alors, il y a tout ce côté aussi, évidemment, comment dire, de garantie de sécurité, sécurisation, hein, pour ne pas être seul. Nous, par exemple, ça fait longtemps à l'INSPE, enfin, je ne sais pas si c'est nous de manière si générale que ça, mais en tout cas, très souvent, on dit aux enseignants, arrêtez de faire une récitation devant, enfin, je récite seul devant l'ensemble de la classe, je fais mon exposé ou mon compte rendu d'exposition, enfin voilà, j'ai été visiter l'exposition devant l'ensemble de la classe. Non, on dit plutôt faites-le faire en groupe, c'est sécurisant, on va en parler ensemble. Comme ça, on voit aussi, on peut s'appuyer aussi, nos classes sont extrêmement hétérogènes, on peut s'appuyer sur la force du groupe pour que le groupe, certains réexpliquent à d'autres, que les interactions entre pairs sont presque plus favorable aux apprentissages, je dirais, que l'interaction descendante entre l'enseignant et l'élève, parce que nous, finalement, on a toujours l'impression, on a toujours envie de parler le langage de l'élève, mais ce n'est pas le cas. On n'est jamais vraiment à hauteur d'élève. Donc, on a vraiment intérêt à favoriser ces interactions horizontales qui sont très favorisées justement en tout petit groupe. Donc, nous, on va dire, faites visiter cette expo en petits groupes avec des missions spéciales et puis on en rapporte quelque chose pour l'ensemble de la classe, pour l'ensemble du groupe. Donc voilà, cette importance du groupe aussi dans les transformations alors de l'école et puis personnel de l'élève pour les apprentissages me paraît intéressante et importante et c'est bien de le souligner, je pense. Juste un mot, excusez-moi, une image, c'est que quand j'ai pu visiter donc cette exposition, je voyais arriver ces groupes d'enfants venant de classe ou de base de loisirs pour d'autres, et il y avait une animation vraiment, enfin on voyait qu'ils allaient au contact de quelque chose de très important et on les revoyait après dans l'exposition. C'était tout à fait remarquable dans le sens de ce que vous venez de dire, vraiment de quelque chose de très très animé, très vivant. Très vivant. Donc du coup, l'objectif, il est rempli parce que pour justement, notre intention dans cette exposition, c'était de proposer, aussi une palette d'expériences diversifiées. Donc on parlait tout à l'heure d'interactivité, mais c'était aussi, collective et participative. Donc là, on est en plein dedans. Donc je suis ravie de vous entendre aussi, l'avoir constaté, le dire, le voir. Et d'ailleurs, il y avait plein de moments où, pardon, excuse-moi, il y a plein de moments où vous l'avez non seulement favorisé, mais vraiment rendu presque obligatoire, parce que, par exemple, l'expérience le moment où on est face à face dans le miroir, on ne peut pas le faire tout seul. Non. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire, ça ne marche que si on est plusieurs, que si on est deux. Et ça, c'est vraiment très intéressant, justement, de pas, de cultiver cette interaction, cette nécessité de l'autre, finalement. On est presque sur des enjeux éthiques. Oui, c'était précisément ma question, de savoir si les dispositifs muséographiques avaient été pensés comme ça, pour favoriser effectivement toutes ces interactions au sein des groupes.
Oui, oui, bien sûr et puis, de proposer aussi, nous on a une posture la plus, multimodale, possible, hein. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des écrans, donc on a évité un maximum d'utiliser des audiovisuels, hein. On se retrouve, avec 2 films d'animation, du reste c'est, de la manipulation, c'est des choses, très, tangibles, très palpables, et ça va, voilà, de l'accessoire à s'arrêter, à observer du vivant, C'était, pour, revenir aussi on parlait tout à l'heure de la science, on avait, cette volonté de démarche aussi, aux prémices, voilà, de démarche scientifique, de l'enfant s'arrête, observe, regarde à l'intérieur d'un arbre, un œilleton et va observer les métamorphoses, d'une grenouille, il va après, s'arrêter devant un aquarium pour regarder des cétoines. Il va ensuite, on parlait tout à l'heure, monsieur Fichou heu, transformation, bah, là, c'est transformation mécanique en, énergie, électrique qui deviendra une énergie, lumineuse. Il va s'arrêter, regarder un miroir et partager avec quelqu'un. Il va pouvoir, confectionner un gâteau, à 1 ou 4 joueurs, du multijoueur. Donc, oui, oui, c'était, d'avoir plus de, variété de dispositifs dans l'offre, mais aussi dans la manière de le vivre et de le faire, finalement. Donc il y a ces Eh, moments un peu, en autonomie aussi et des moments où on a besoin de l'autre pour faire et des moments de Après, partager avec l'autre pour, augmenter aussi, son expérience. Parce que c'est vrai qu'on oublie, mais l'objectif de cette expo, on avait pensé cette expérience, c'est finalement parents-enfants, hein. Énormément, on l'a intégré. juste revenir sur ce que vous disiez tout de suite, je trouve ça très intéressant parce que ce qui est primordial à nos yeux, c'est l'expérimentation. On peut raconter des expériences, on peut comprendre des choses qui se passent parce que d'autres ont fait des expériences, mais ça ne vaudra jamais le fait de soi-même De le vivre. patauger dans de l'eau froide, d'avoir des choses collantes au bout des doigts et d'essayer de manipuler une boule d'argile qui va flotter ou pas et pourquoi. À partir du moment où on fait soi-même, on pratique la métamorphose, forcément, on s'implique physiquement, on s'implique charnellement, émotionnellement dans la métamorphose, et là, on apprend les choses. Et si on est à plusieurs, c'est évidemment beaucoup mieux. Ouais, parce qu'on mmh. crée des souvenirs et on repasse par l'émotion. À partir du moment où c'est impactant et ça crée un souvenir, on crée de l'émotion, on crée, ouais, ça reste et ça s'ancre. Ouais, beaucoup plus. Mélanie Horvitz? Oui, et je dirais que ça crée des traces mémorielles et c'est un des enjeux de la visite au musée. Parce que en fait, enfin, nous, la question qu'on se pose tout le temps, c'est très lourd pour un enseignant d'emmener une classe au musée, on imagine là dans une exposition comme ça, alors d'accord, l'espace est assez resserré, mais on emmène 30 gamins et puis en fait, il y a 3 classes sur l'expo, ben, ça devient vite, je ne maîtrise plus du tout mon groupe, enfin voilà, je comprends pas. Donc finalement, pour un enseignant, il doit toujours se demander quelle est la plus-value finalement d'emmener ma classe au musée par rapport à si je travaillais cette notion ou si je voyais ce concept, ce savoir en classe. Et je pense qu'il y a cette idée d'ancrage mémoriel par des expérimentations vécues. Et ça, c'est vrai que cette exposition cultive beaucoup ça, enfin, que ce soit par je mets des masques et on regarde les ombres, que ce soit les lunettes d'Alice, que ce soit les expérimentations, vous en avez parlé, plus scientifiques. Là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas vraiment faisable, alors qui est reproductible éventuellement en classe ponctuellement, mais là qui a toute une palette, toute une diversité qui fait que effectivement là, on est vraiment dans un moment où le musée devient une expérience unique justement. Mmh. Et on comprend que c'est aussi, un des moyens, pour les enseignants peut-être du primaire d'aborder, la démarche d'investigation qui est encore quelque chose de relativement difficile, je crois, hein. Bien sûr, tous les participants qui sont là ont le droit de me corriger. Peut-être, et c'est une hypothèse, que parce que, pour une grande part, ils ont un profil peut-être, littéraire aussi et que, c'est pas forcément évident comme ça d'entamer une démarche d'investigation en classe. Et justement, vous proposez, j'imagine, dans le document enseignant, bah, peut-être des ficelles, des choses, comment faire, ou en tout cas des types d'expérimentations qui peuvent être faites en classe, ou en tout cas, ou qui peuvent être faites peut-être pendant l'exposition, puis dont on peut reparler ensuite en classe. Comment vous faites? Alors, nous, on a plutôt été là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que les expériences se feraient
au moment de l'exposition et que la classe, ce serait le moment d'exploiter, d'institutionnaliser les savoirs, de faire des liens justement avec des pistes qui ont moins été exploitées, par exemple comme des pistes de lecture, des choses comme ça. On a moins travaillé, alors aussi parce que je suis prof de lettres au départ, donc j'imagine que c'est pour ça que moi j'ai moins pensé en termes de démarche d'investigation et aussi parce que, alors je ne sais pas si c'est encore peu fait dans les classes, je crois que ça quand même, ça devient peut-être un petit peu plus, j'espère, un tout petit peu plus la norme. Donc voilà, on a proposé des petites choses, mais pas forcément vers ce domaine-là, en se disant que bah, là, l'exposition, elle est déjà... alors, je ne sais pas si elle est suffisante, mais elle propose déjà pas mal de choses. Et nous, on serait plus du côté, oui, ce que je disais, institutionnalisation des savoirs. Ce que l'école va récupérer, alors je suis désolée de dire ça comme ça, parce que ça fait un peu, je me sers, c'est le point de vue utilitariste, mais un petit peu de ça quand même quand on emmène nos enfants et nos élèves au musée. On a envie que ça serve à la construction des savoirs, des apprentissages qu'on veut construire, même s'il y a beaucoup plus que ça quand on emmène les enfants au musée. Pour revenir juste une seconde sur la démarche d'expérimentation et la démarche d'investigation en classe notamment, pour avoir discuté avec beaucoup d'enseignants, on s'aperçoit que souvent ils en ont peur, en fait, ils ne savent pas trop comment y aller, ils ont l'impression que ça va être une usine à gaz, ça va être extrêmement compliqué. Il faut juste dire que effectivement, ça prend un peu de temps, mais d'abord, ça peut coûter zéro, ça se fait avec des bouts de ficelle, avec une feuille de papier que vous gardez comme ça intacte et que vous lâchez, ou la même feuille de papier froissée que vous lâchez, vous avez deux modèles de feuilles de papier, vous n'êtes pas sur le même objet et ils vont pas tomber de la même façon quand vous allez les lâcher. Vous êtes déjà en train de comparer deux modèles, vous êtes déjà dans la démarche d'investigation et quand vous pouvez vraiment faire de la vraie science, ça c'est vraiment, je pense, le message à faire passer, de la vraie démarche d'investigation scientifique avec des bouts de ficelle, avec un bout de pâte à modeler et un bol d'eau, vous allez attaquer Archimède. Et ça va se faire très facilement, de façon agréable et en pataugeant, évidemment, on va en mettre un peu partout. Et il faut en mettre un peu partout. Il faut tremper la table. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur d'y aller, franchement. Et les expériences peuvent se faire, nous, on travaille à ça, si vous voulez, depuis des années, faire des expériences extrêmement simples qui sont un cheminement. On part d'un point A, d'une question qu'on se pose par rapport à la vie quotidienne, et on va avec un modèle très simple et des objets très simples, bouteille d'eau, un verre, une feuille de papier, des choses qu'on a, un trombone, des choses qu'on a vraiment sous la main dans une classe. On va faire cheminer une réflexion. Et c'est là où c'est intéressant d'être en groupe, parce que là, le groupe s'anime, on part sur des hypothèses fausses, ça ne va pas marcher, on va faire autre chose, on va essayer autrement. Et là, tout ça, c'est extrêmement riche. Et à la fin, on va apprendre des choses en faisant, en expérimentant vraiment les choses. Et ça fait zéro à la COP de l'école. Et on pourrait se dire, mais pourquoi, après tout, pourquoi on aurait besoin d'apprendre les sciences par la démarche d'investigation? Et oui, c'est important parce que, vous le disiez, en préparation, c'est donner du sens aux apprentissages. Et je voulais qu'on revienne peut-être quelques minutes sur ce que vous disiez lors de notre entretien, que pendant longtemps, vous n'aimiez pas les maths, pas la physique, parce qu'en fait... Oui, je peux vous raconter, désolé, mon histoire personnelle, mais moi, qui est celle de beaucoup de gens, en fait. Hein. Voilà, qui est l'histoire de beaucoup de gens. Moi, j'ai passé, surtout au lycée, le collège-lycée, j'ai souffert en maths, en physique, parce que j'ai noirci des pages et des pages et des pages d'équations du second degré, en me disant, mais à quoi ça sert? Et personne n'a pris la peine de me dire à quoi ça servait. Aujourd'hui, je sais que les maths, c'est de la poésie. Trop tard, j'ai pas le courage de m'y recoller. C'est dommage, parce que je sais que les matheux, ils sont dans des mondes virtuels, ils créent des mondes poétiques avec les maths. Moi, je n'aurais jamais accès à ça. Je suis extrêmement frustré. Quand on faisait de la physique en première, en terminale, on a étudié les champs magnétiques. Je me disais, mais moi, je n'ai pas envie d'être électricien. À quoi ça va me servir? J'en ai rien à faire. C'est après le bac, à 20 ans, que j'ai commencé à lire des Trinh Xuan Tuan et des Hawkins et des Hubert Reeves et tous ces gens-là qui m'ont ouvert les yeux. J'ai découvert que j'étais une machine électromagnétique et qu'on ne me l'avait jamais dit. En fait, les cours de physique me parlaient de moi et je ne le savais pas. Et ça m'a mis en colère. À 20 ans, j'étais en colère. Parce que je me dis, mais j'aurais adoré savoir que tout ça parlait de moi, de mon monde, de ma vie. La gravité, bon, c'est intéressant, les planètes qui tournent, ça nous intéresse plus ou moins, peut-être, mais la gravité, sans gravité, il n'y a pas de planète, sans gravité, il n'y a pas de monde, sans gravité, moi, je ne tiens pas debout.
je n'existe que parce qu'il y a la gravitation universelle. Pourquoi on ne me l'a pas dit? Pourquoi on ne me l'a pas dit? Donc voilà, de grâce, disons aux enfants que tout ça, ça les concerne. Ils sont au cœur du système. Et tout ce dont on parle là, ça leur parle d'eux. Et d'un seul coup, ça devient passionnant. Ça parle d'eux et de nous et de leurs proches et des interactions qu'ils ont avec leurs proches. Donc, ça ne peut être que passionnant. Mettre l'enfant au centre, en fait. Margot Païta, l'expo, c'est ce qu'elle souhaite aussi, c'est mettre l'enfant vraiment au centre et qu'il fasse lui-même aussi des liens entre ce que proposent les dispositifs, les différents mondes qui sont proposés. C'est une exposition pas grand public, mais pour les enfants de 6 à 11 ans. Voilà, donc le sujet, c'est l'enfant, son monde, son entourage. Et justement, c'est important ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est que ça a une période de vie aussi où il rencontre de multiples facteurs de transformation. Là, 6-11 ans, on est vraiment à l'initiation à la lecture, on se retrouve, il acquiert de plus en plus d'autonomie. Donc il y a aussi toute cette part de changement de physique aussi, et qui peuvent faire peur. Et donc, on voulait aussi aborder cette question des peurs, du changement, de la transformation, des monstres, des petites émotions qui nous habitent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un théâtre d'ombre où on propose à l'enfant d'exprimer, de laisser sortir le petit monstre qui sommeille en chacun de nous. Mais c'était aussi une manière de les accompagner dans ces questionnements-là et finalement de leur dire, de montrer qu'il y a aussi tout un champ de possibles et qu'on n'est pas enfermé, c'est pas rigide, rien n'est figé et ça pose aussi la question, ça suscite aussi ces questionnements-là sur les questions d'impermanence du temps. Que rien n'est immuable, tout change tout le temps et qu'on vit avec, des parents se transforment tout le temps, qu'on se transforme, tu vas te transformer, ta voix va changer, mais regarde, tu vas continuer à apprendre de super choses. Et ça reprend le film dont on parlait tout à l'heure, Tout au long de la vie, où on a ce personnage, où on suit de la naissance à sa vieillesse, et on parle, les transformations, elles ne sont pas que physiques, elles sont aussi physiologiques, sa place dans la société, d'apprentissage. Et on suit tout un chemin en fait, de parcours de vie. Et c'est ça, c'est que des chemins croisés, mais on fait qu'avancer. Même en trébuchant, voilà, mais on avancera. Avec des cicatrices, parce que d'ailleurs, à un moment, le personnage tombe et il a une cicatrice sur le front, mais il montre qu'il continue à vivre aussi. Toujours se relever. Patrick Alessian, je voulais juste vous donner la parole parce que vous me disiez, mais en fait, l'enfant à cet âge-là, justement, il est plus trop préoccupé ou pas encore par les transformations de son corps, et il est très, très, très curieux. C'est vraiment une fenêtre extrêmement propice pour la curiosité, et c'est une curiosité voilà, qu'il s'agit d'alimenter aussi beaucoup à cet âge-là. Oui, c'est vrai que c'est un âge qui a été remarquablement abordé par Freud. C'est-à-dire que à partir de 6-7 ans, l'enfant commence à s'ouvrir à de nouvelles curiosités que celles qui concernent son corps ou le corps de ses proches ou les histoires de ses proches. Et donc, on a une chance incroyable en Europe, c'est d'offrir l'école et le plus longtemps possible à des enfants. Mais c'est les différents apprentissages qui vont se faire à partir de cette école primaire sont vraiment fondamentaux, non seulement d'ailleurs pour les contenus qui vont être des bases de travail pour toute la vie, mais aussi pour cet intérêt, cette curiosité sur des domaines qu'ils n'auraient peut-être pas quand même trouvé s'ils étaient restés chez eux. Enfin, voilà, je pense que c'est une transformation. Alors, c'est une des choses que je me disais en vous écoutant dans les derniers échanges, c'est que on parle beaucoup en fait des transformations et des métamorphoses sur la base de ce qui est visible. Et c'est nécessaire pour la pédagogie, c'est nécessaire aussi pour les enfants de voir les choses. Mais il y a quand même quelque chose qui est pas vraiment mystérieux, mais qui est invisible. Ce sont les transformations psychiques. Et on peut se demander à quoi elles réfèrent, ces transformations psychiques. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on crée l'école, on crée des dispositifs pédagogiques, l'enfant réaménage son intérêt, sa curiosité vers ces choses qu'il n'aurait peut-être pas pu avoir dans sa propre bulle, dans sa propre sphère, éventuellement dans sa famille. C'est pas qu'il apprenait pas grand-chose. Quand l'école s'arrêtait à 11 ans, on était dans une civilisation très rurale et les enfants apprenaient énormément de choses au contact de leurs parents et de la nature. Mais il y a aussi d'autres changements qui sont en jeu, en fait, entre 6 et 10 ans, c'est-à-dire un intérêt qui peut
se développer donc sur des objets nouveaux, comme tous ceux qu'on a évoqués, la littérature, les sciences, différentes matières donc, qu'on apporte à l'école. Il y a quelque chose qui a trait à une transformation, en fait. C'est-à-dire que on considère, nous les psychanalystes, que l'énergie fondamentale de la vie qui est transmise aux enfants nécessite d'être transformée tout au long de la vie, justement. Et que on le voit malheureusement par des effets contrariants de ce que je suis en train de vous dire, c'est quand les enfants aujourd'hui sont livrés tout seuls à des smartphones, on voit qu'en fait, ces enfants, ils entrent sous le joug des algorithmes qu'ils génèrent, alors même qu'ils sont simplement des enfants qui jouent sur un clavier et un écran. Voyez. Et donc, l'enfant perd sa curiosité propre à son histoire et va entrer dans un domaine de curiosité qui est celui que l'algorithme génère pour lui. Voyez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là sur cette image. J'y tiens beaucoup parce que, bon, on a eu ce petit intermède très bref tout à l'heure de mon inquiétude à propos de ce que génère ce monde des algorithmes sur notre civilisation, sur nos enfants. Je pense qu'on peut aussi beaucoup et bien travailler avec tous ces algorithmes et ces techniques contemporaines, mais qu'elles nécessitent vraiment un apprivoisement. Et là aussi, je pense que la présence des adultes, pour en revenir au début, et la présence du groupe, parce que si on laisse les enfants devant ces smartphones, par exemple, en groupe, ils sont sous le joug des mêmes algorithmes. Si on a des adultes, des éducateurs, des parents qui prennent bien soin de cet accompagnement, donc ils peuvent apprendre à apprivoiser cet outil incroyable qui est tombé entre nos mains maintenant depuis une vingtaine d'années. Voilà, je voulais insister là-dessus. Alors, malheureusement, excusez-moi pour prendre l'exemple le plus terrible, parce que puisque j'interviens aussi dans la protection de l'enfance et la protection judiciaire, bien sûr, les algorithmes qui sont générés au contact des enfants sont des algorithmes redoutables. Ce sont ceux qui concernent une sexualité qui n'est pas la leur, une violence qui n'est pas la leur, et on a vraiment un nombre d'enfants qui sont en train de se déscolariser et qui errent dans d'autres situations de ce fait-là. Bon, je tire un peu à une sonnette d'alarme. Je sais que le législateur aussi s'est saisi de cette question. Donc, il commence à peine à travers la majorité numérique, mais il y a aussi un vrai problème sur le fait d'apprivoiser ces outils. J'en reviens à Dédale et Ika, mais aussi à l'apprenti sorcier. D'ailleurs, ce qui est intéressant, l'apprenti sorcier, c'est que le texte d'origine, c'est 4 enfants qui jouent ensemble, qui vont être entraînés dans cet effet démoniaque de la sorcellerie, alors que les textes et les films les plus récents montrent un enfant qui se saisit d'une situation un peu magique pour provoquer des catastrophes. Donc, il y a 2 siècles, je pense que c'est de la fin du XVIIIe siècle, le texte de l'apprenti sorcier, on pensait aussi aux enfants en groupe pour apprendre quelque chose. Voilà. Mais oui, mais vous avez raison de tirer la sonnette d'alarme. On pourrait dire d'une certaine manière que aussi par les algorithmes, l'enfant il est dépossédé de son propre chemin de connaissance ou d'apprentissage, effectivement. Et je fais le lien avec quelque chose que vous avez dit, Bertrand Fichou, au tout début de ce webinaire. Vous disiez, l'idée c'est quand même de parler aux enfants dans le sens qu'ils attendent, vous disiez. Et je me demandais, c'est quoi le sens qu'ils attendent? C'est-à-dire comment on arrive à savoir, à être, comment dire, à hauteur d'enfant, si on y parvient, et à hauteur de leurs intérêts aussi générationnels. Comment on fait ça? Et comment on fait ça aussi dans une expo? Marco Paita, vous pourrez aussi nous dire. Mais voilà, comment on arrive à les intéresser? Parce que si tous ces algorithmes les intéressent tant, ils y trouvent, il y a quand même une forte curiosité à la base. Donc comment on les intéresse autrement? L'expression dans le sens des enfants n'est pas très juste, enfin, elle n'est pas très habile. Oui. En tout cas, je préfère celle que vous avez reprise à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que ça commence par le langage. Avant même le langage, il y a la situation. La situation pour un enfant, c'est plutôt la vie quotidienne. Enfin, nous, on part toujours, que ce soit dans nos récits ou dans nos expérimentations, dans UBI ou ImageDoc, que ce soit pour des enfants de cycle 2 ou 3, on part de situations en général de la vie quotidienne. Déjà, encore une fois, on part de l'enfant et on raconte des choses qui, a priori, le touchent. Et
à partir de ce qui le touche, on va l'emmener ailleurs. On va lui proposer un voyage, on va lui proposer de dérouler un sens, de dérouler une démarche d'investigation, par exemple, ou un récit historique qui va nous raconter l'histoire d'un héros réel ou imaginaire, mais dans une situation documentaire, qui va raconter une vraie histoire. Après, il y a évidemment le moyen qui est le langage et l'illustration. En ce qui nous concerne, parce que nous, on est sur du papier, et donc se mettre... on a développé des tas de contraintes d'écriture pour se mettre à hauteur de nos enfants, que ce soit sur un plan lexical, que ce soit sur un plan grammatical. Enfin, on évite, il y a des tas de choses, des tas de pièges de la langue française qui alourdissent, qui peuvent faire de la très belle littérature, mais qui sont contre-productifs pour des enfants qui, en ce qui nous concerne, démarrent la lecture aussi. Il y a aussi, nous, on a ce souci-là de les accompagner dans l'apprentissage de la lecture. Et il s'avère que le documentaire, très étonnamment, est un très bon point de départ pour apprendre à lire. Parce que lorsqu'on voit 3 personnages dans une image et qu'il y a juste 3 lignes de texte en dessous, on se dit, mais c'est pas trop difficile à lire, visiblement, je vais pouvoir savoir qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font, et sans me prendre la tête à lire un gros texte trop lourd pour moi. Et donc, voilà, on met en place des outils qui rendent les connaissances accessibles en fonction de chaque âge, bien évidemment. Donc ça, c'est des techniques qui ont été mises au point par Pomme d'Api dans les années 60. C'est-à-dire que Pomme d'Api, à l'époque, chez nous, avait été créé par des gens qui avaient créé le premier magazine pour des lecteurs qui ne savaient pas lire. Donc on les prenait pour des fous furieux en disant c'est un peu bête votre truc, sauf qu'il s'avère qu'il y avait les parents et que c'est les parents qui lisaient aux enfants et que ça a été une révolution. Et donc ça, on maintient ça. Et donc on est sur à la fois, on part de la situation de l'enfant, on se met à sa hauteur en matière de vocabulaire, d'image et de rapport texte-image. C'est extrêmement important de raconter. C'est très bête, mais quand vous racontez l'histoire de 3 chevaliers qui traversent la plaine, si dans l'image, il n'y a que 2 chevaliers, l'enfant, il va me dire, mais il est où le 3e? Et ce n'est pas la peine d'essayer de le récupérer tant que vous n'aurez pas expliqué où est passé le 3e chevalier. Donc, nous, on fait très attention, on embête nos illustrateurs. Si on a dit 3 chevaliers, il y a 3 chevaliers. Voilà. Et puis, avec ça, on va partir sur des connaissances qui vont lui parler. On va l'emmener sur de l'expérimentation, on va lui raconter des histoires et qui vont être, encore une fois, qui vont générer de l'émotion et de l'émotion partagée avec les parents. Voilà. Ou l'enseignant. Et Margot Païta, vous avez fait appel d'ailleurs à des auteurs jeunesse aussi pour l'exposition. Oui, une autrice jeunesse pour la rédaction des textes dans l'exposition. Donc, on a plusieurs typologies. On a des textes un peu plus à l'échelle de l'univers, donc on appelle ça des éditos. On a des textes ressources pour chaque dispositif. Et puis parfois, on a un peu des tablettes illustratives pour des étapes, par exemple, de métamorphose animale. Et c'est intéressant ce que vous disiez, Bertrand Pichou, à ce propos, sur le parent qui lit, parce qu'on se rend compte là, nous, dans l'exposition, finalement, que les textes... c'est pas les enfants qui les lisent, ou du moins peut-être qu'ils en captent 3-4 mots, mais ils s'arrêtent pas de manière très scolaire et consciencieusement à chaque univers, chaque panneau pour les lire, sachant même nous en tant qu'adultes, on sait que la place des textes dans les expositions Beaux-Arts, c'est un sujet. Et là, pour le coup, les parents, ils accompagnent comme une histoire, et on l'a pensé comme une histoire, comme un voyage à travers les métamorphoses. C'est la métamorphose qui s'adresse aux enfants, d'ailleurs, à ce propos. Donc, c'est elle qui invite les visiteurs et les enfants à entrer dans son domaine. Et elle a présenté aussi sa sœur jumelle qui s'appelle la transformation. Et à chaque fois, elle vient expliquer pour chaque univers l'influence qu'elle a sur ces éléments, l'influence qu'elle a sur la nature, l'influence qu'elle a sur ton corps, l'influence qu'elle a sur ta perception du monde et l'influence qu'elle a sur d'autres éléments dans la fête foraine. Donc ça, c'était un de nos enjeux et qui... dans la rédaction, parce que c'est un enjeu, la rédaction, qui accompagne complètement. Elle n'est pas décorrélée. Au contraire, c'est l'histoire dans l'histoire. Mais parce qu'on a une déambulation qui est libre. On n'a pas pensé l'exposition vraiment dans un parcours commencer par cet univers et terminer par l'autre. Mais finalement, le fil conducteur, on le suit bien et vite capté par le texte, ce qui fait le lien. Alors, Pardon, une petite précision, juste sur le fait que par rapport au texte, on n'écrit pas un texte qui est censé être lu à voix, dans sa tête, et un texte qui va être lu à l'oral. Et donc, en fait, nous, on s'est entraîné, on s'est habitué à écrire nos textes à voix haute. Quand on les écrit, et à les relire et à les corriger à voix haute en groupe. Et il y a des très beaux textes écrits qui sont extrêmement difficiles à prononcer, à dire.
Et donc, c'est aussi aider les parents, parce que tous les parents ne sont pas forcément des grands lecteurs non plus, aider les parents à se mettre en bouche des textes. Il, c'est il, il ou I-L-E. Il y a des tas de pièges comme ça qui, à l'oral, doivent être corrigés. Et il n'y a qu'en écrivant à voix haute qu'on peut arriver à éviter les écueils de la langue française. Mélanie Horvitz, Je voulais juste ajouter un tout petit truc par rapport à toutes ces histoires de textes et de se mettre à hauteur d'enfant dans les textes pour cette exposition. Il y a quand même un dispositif qui me paraît devoir être nommé aussi, c'est le dispositif où on écoute des histoires. Et donc, il y a 3 histoires différentes qu'on peut écouter, qui sont assez quand même relativement courtes pour que on n'ait pas envie d'aller sur autre chose. Et là, on est vraiment à hauteur de petits lecteurs, d'enfants. En fait, ça peut se lire, enfin s'écouter, mais lire. En fait, lire, c'est pas juste des chiffres et des mots, hein, comme on vient de le voir. C'est aussi entendre, comprendre et interpréter ces textes-là et comprendre ce qu'ils me disent finalement sur la transformation, sur la métamorphose, sur moi-même, sur le monde qui m'entoure. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose à noter, ces 3 petits dispositifs. Et juste pour revenir à ce qu'il y avait avant, la question de la curiosité de l'enfant qui pouvait être brimé par les algorithmes, il y a aussi quelque chose qui me paraît intéressant pour préparer l'exposition, c'est de partir de questionnements d'enfants, c'est-à-dire de préparer quand même un peu dans la classe, de se dire bah, finalement métamorphose, c'est quoi pour vous et quelles questions de métamorphose on pourrait se poser et qu'après ça vienne aussi un petit peu donner un sens, mais au sens presque aussi directionnel à l'exposition qui, comme on a dit, n'est pas un parcours, mais dans lequel l'enfant doit pouvoir faire son propre parcours. Et c'est un peu opposé à l'idée d'une curiosité à tout crin qui irait partout butiner, mais qui finalement ne créerait pas de sens et de lien entre ces différents éléments. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le ou les questionnements initiaux, qu'on va appeler après des problématiques finalement, hein, les enfants créent des problématiques et on pourrait les amener à le faire avant pour axer, diriger les regards pour venir visiter, je trouve. Et Voilà. j'invite évidemment les personnes du public à poser des questions. N'hésitez pas. Alors Jean-Michel Zakhartchouk veut peut-être prendre la parole. Je vois qu'il a. Oui, bonjour, donc Jean-Michel Zakartsouk des cahiers pédagogiques. Non, je voulais dire, alors je ne sais pas si ça peut se faire dès le cycle 3, mais moi j'ai une expérience en 6e notamment, où on travaille pas mal les métamorphoses d'Ovide quand même, ça fait partie des textes du programme. Et je trouvais intéressant, ce que j'avais fait plusieurs années, c'est de demander à les élèves de classer une série de métamorphoses, entre guillemets, et de les classer dans un tableau, et savoir si elles sont plutôt des métamorphoses scientifiques, enfin, pas scientifiques, dont l'explication est scientifique plus exactement. L'explication est mythologique. Je ferai la différence entre mythologique et magique. C'est autre chose, un peu la magie, autant que c'est des métamorphoses qui sont très réversibles dans la magie. On peut passer de la grenouille au prince et du prince à la grenouille, de la belle à la bête, etc. De la bête au prince, etc. Et puis les métamorphoses psychiques, effectivement, on pourrait trouver d'autres choses. Et donc, de faire tout ce classement, d'ailleurs, qui permet ensuite d'embrayer sur des récits, éventuellement. Mais c'est aussi l'idée de faire la différence, parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'utiliser la fiction, mais en même temps de distinguer la fiction, la magie, etc., de la science. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la fiction, la narration peut être une alliée de la science si elle s'en distingue d'une certaine façon. Et donc, voilà, c'est un travail intéressant qui peut être fait d'ailleurs. Moi, je l'ai fait en 6e, on peut le faire beaucoup plus tard. Et les métamorphoses d'Ovide, à cet égard, c'est un livre formidable enfin, un livre, c'est un recueil d'histoires formidable. Et avec cette idée aussi dernière chose, c'est de savoir si les métamorphoses sont positives ou négatives. Alors, parfois, elles sont inclassables, mais bon, c'est négatif lorsque Arachné se transforme en araignée parce qu'elle a provoqué
la jalousie de Athéna, là c'est négatif, puis dans d'autres cas c'est positif, effectivement, lorsque la grenouille redevient prince et arrive à se sortir du mauvais sort chez Grimm ou d'autres auteurs. Voilà. Une idée. Merci. Justement, dans les 3 histoires qu'on peut écouter dans l'exposition, on parle de Métamorphose d'Ovide, on ne pouvait pas passer à côté. Pourtant, on a quand même un public qui était jeune. On ne va pas parler de Kafka, ça, on l'avait mis de côté, mais on peut écouter le mythe de Narcisse. On écoute le mythe de Narcisse, et quand on parlait aussi du fait que l'enfant puisse retrouver des choses qui puisse connaître aussi pour se sentir en sécurité, c'était d'avoir une histoire un peu plus populaire, d'un conte populaire. On a choisi La Belle et la Bête. Et la dernière histoire, c'était plus avoir la mythologie, la aztèque. On voulait une histoire un peu plus exotique et très éloignée internationale. Et ça nous permettait de parler du dieu Xoloth qui s'est transformé pour échapper à un sacrifice, d'abord en épi de maïs, et on retrouve le maïs et le popcorn du côté de la fête foraine, et ensuite s'est transformé en axolote et qui on présente en vivant dans l'exposition. Donc on essaie aussi au sein même des univers, dans l'exposition, de faire des ponts comme ça entre les éléments. Donc c'est vrai que l'enfant, quand on parlait de sens et faire sens, ce lien, il est là aussi finalement. C'est peut-être ces connexions qu'il va peut-être pas faire tout de suite, mais qui vont arriver a posteriori. Moi, j'ai eu des retours d'un fils d'une copine qui lui a reparlé d'exposition 3 semaines après. On a dit, maman, tu te souviens, quand on a vu, là, il y avait une fois, c'était un narcisse, à côté, on avait l'histoire, ça expliquait. Ça dit, ok, donc ça continue. Et ça, c'était aussi un des objectifs de l'exposition. Finalement, on sème des petites graines et puis on laisse venir. Et les questionnements peuvent perdurer en dehors de l'expo. Et ça, c'est chouette. On n'est pas là pour tout dire tout le temps et tout apprendre et tout expliquer. On est là pour donner les jalons, on donne des pistes, on essaie d'expliquer des choses du mieux possible, du moins. Et pour les parents aussi qui finalement en ressortent, et on voit bien dans le livre d'or, et ça nous fait sourire parce qu'ils sont là, mais merci, parce que j'ai autant appris que mon fils, par exemple. On se dit, finalement, quand on parlait de cette belle expérience ensemble commune et de cette coéducation, on la retrouve côté des enfants et côté des parents. Et c'est le point de départ vers de nouvelles réflexions et de nouveaux apprentissages. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé toutes ces connaissances, toutes ces visions du monde aussi. Moi, je vais partager aussi avec vous mon écran pour vous détailler un petit peu la suite, si j'y parviens. Hop. Alors d'abord, est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi, je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Pour l'instant, il y a écrit « À commencer le partage ». D'accord. Alors, c'est bon? Ça fonctionne? Oui, on voit une photo. Ok, donc ça, c'était effectivement une photo de l'exposition. D'ailleurs, il y en a une autre ici. Je voulais partager avec vous quelques références donc, à la suite de ce temps d'échange. Évidemment, l'exposition Métamorphose jusqu'au 24 novembre. 2024, d'ailleurs, si je peux ajouter. C'est 24 novembre 2024. Elle va être... Oui. Elle est visible très très longtemps, donc ça permettra de... Je corrigerai. Même moi, je n'ai pas... Une nouvelle rentrée aussi scolaire. Ouais. Même 2 rentrées, du coup. On insiste, jusqu'au 24 novembre 2024. Voilà. Le dossier enseignant qu'on peut retrouver sur le site de la Cité des Sciences. Je vous ai mis un petit peu le chemin. Rubrique enseignant, votre visite exposition Métamorphose. C'est pas si simple à trouver. Un livre qui a été coécrit par Bertrand Fichou, La naissance du monde en 100 épisodes, et qui avait reçu un prix, Le goût des sciences, section jeunesse, c'était en 2021, je crois. Le petit dernier, L'évolution en BD, chez Bayard Jeunesse, qui vient de sortir. Et puis, Les cahiers de l'enfance et de l'adolescence, je le cite ici, dont Patrick Alessian est coordinateur. Donc, merci à tous, encore une fois, d'avoir été présents. Merci aux participants également. Et puis, on se retrouve, nous, pour le prochain TEDUC. Ce sera le mercredi 7 juin. Alors, à 13h30, dans un format un peu particulier, ce sera en présentiel à l'auditorium de la Cité des Sciences, sur inscription. Il s'intitulera « Urgence climatique, s'émouvoir, comprendre, agir à l'école et au musée », en lien avec une exposition qui va être inaugurée dimanche, là, prochain. Et ce sera avec notamment Jean Jouzel, qui est climatologue et commissaire scientifique de l'exposition.
suivi d'une table ronde et ensuite d'une visite guidée de l'exposition. Vous retrouverez un petit peu tous ces éléments sur le site de la Cité des Sciences. Voilà. Merci à tous encore une fois et à la prochaine. Merci Merci. beaucoup.